Halfdan revint de la pêche. Sa nasse était lourde de prise, et le guerrier songeait avec satisfaction qu'au jour, puis sa maison ne manquerait pas de nourriture. Le village seulement s'éveillait. De minces filets sourds de fumée montaient des toits des maisons. Les femmes sortaient au puits pour chercher de l'eau, et les enfants regardaient par les portes, en se frottant les yeux encore pleins de sommeil. Tout était ordinaire et paisible, jusqu'au moment où Halfdan remarqua un attroupement près de la forge de Björnvid. Les voix sonnaient avec inquiétude. Quelqu'un pleurait. Ayant jeté la nasse près de sa maison, le guerrier se dirigea vers la foule. Les gens écartaient devant lui avec respect. Halfdan avait gagné estime non seulement par son adresse au combat, mais aussi par son caractère équitable. On s'adressait souvent à lui pour trancher des querelles, et il ne refusait jamais son aide. Au centre de la foule se tenait Ranfrid, épouse du forgeron Björnvid. La femme était pâle comme la brume du matin, des larmes coulaient sur ses joues. À côté elle se tenait son fils. « Que s'est-il passé ?» demanda Halfdan, en posant la main sur épaule de Sigtryggr. Le jeune homme tressaillit et leva vers lui ses yeux rougis par les larmes. « Mon père est mort, » murmura le garçon. « Nous l'avons trouvé ce matin dans son lit. Il ne se réveillait pas, et lorsque mère a commencé à le secouer. » Halfdan jeta un regard vers la porte ouverte de la forge. Dans la pénombre de la maison, on distinguait le lit où reposait une silhouette immobile, recouverte une peau de mouton. Le visage de Björnvid que on voyait dépasser du bord de la peau avait une étrange teinte bleuâtre. « Était-il malade ?» demanda le guerrier à Ranfrid. La femme secoua la tête. « Hier soir, il était en bonne santé. Il riait, il racontait des histoires pendant le souper. Il a dit que demain, il voulait réparer la charrue de Ketil. Et au matin, il était froid. » Dans la foule, des voix se firent entendre. Certains parlaient une maladie soudaine. Autres se rappelaient que l'année passée, un vieil homme nommé Stermir était mort de la même façon dans le village voisin. Mais la plupart se taisaient, en jetant les uns aux autres des regards inquiets. Soudain, une voix cria « Regardez la porte !» Sur la porte en bois de la forge, exactement à la hauteur. À la hauteur de la tête un homme adulte, une rune avait été gravée. Le symbole était profondément entaillé dans le bois par un objet tranchant, et les sillons étaient remplis une substance rouge sombre, déjà séchée. La foule recula. Les femmes poussèrent des exclamations. Les hommes portèrent instinctivement la main au couteau à leur ceinture. Tous savaient ce que signifiait une rune sanglante sur la maison un mort. « Ce Emin n'est pas une rune appel au Valhalla, » dit Halfdan lentement. « Jot a déjà vu de tels signes. C'est une rune de mort. Mais qui a bien pu la tracer? Et surtout, pourquoi ?» À ce moment-là, à travers la foule, se fraya un passage Kolskegr, la main droite du vieil homme du village. Était un homme âges mûrs, avec une épaisse barbe rousse et des yeux intelligents. Il servait le chef du village depuis de nombreuses années. « Écartez-vous, dit-il une voix autoritaire. Et les gens écartèrent docilement. Kolskegr étudia longuement la rune, puis entra avec précaution dans la maison et se pencha sur le corps du forgeron. Ensuite, il revint examiner la rune. « Cette rune n'est pas apparue ce matin. Voyez comme le sang a séché. On et a gravé hier soir ou même plus tôt. » « Kolskegr, dit Halfdan, qui a vu Björnvid vivant pour la dernière fois. » La main droite du chef du village réfléchit un moment. « Hier soir, il était dans la maison de Ketil. Il aidait à réparer une roue de chariot brisée. Ketil pourra le dire plus précisément. Mais il me semble que Björnvid était parti chez lui au moment où les ombres s'allongeaient. Donc, entre le coucher du soleil et le matin, il lui est arrivé quelque chose, conclut Halfdan. Et la rune a pu apparaître à n'importe quel moment pendant ces heures. La foule commença peu à peu à se disperser. Les femmes retournaient à leurs occupations, mais les conversations ne cessèrent pas. Toute la journée,
le village bourdonna comme une ruche dérangée. La mort de Björnvi et la rune mystérieuse devinrent le principal sujet de toutes les discussions. Halfdan ne se hâta pas de partir. Il demanda à Ranfrid la permission d'examiner la maison du forgeron de Hel intérieure. La femme, encore sous le choc de la perte, acquiesça un signe de tête. À Hel, intérieur de la maison, tout était en ordre. Aucun signe de lutte, rien de renversé ni de brisé. Björnvid était couché dans son lit comme Essiles était simplement endormi, et ne était pas réveillé. Ses vêtements étaient soigneusement pliés sur un coffre. Les outils de travail se tenaient à leur place. Halfdan se pencha sur le visage du mort. À part la teinte bleuâtre de la peau, il ne remarqua aucune autre étrangeté. Ni blessure, ni écorchure. Mais le guerrier expérimenté savait que la mort pouvait venir non seulement une lame ou une hache. Vers le soir, la nouvelle de la mort de Björnvid et de la rune sanglante Esse était répandue dans tout le village. Le chef du village, Arngeir, un homme aussi ancien qu'un chêne couvert de rides, ordonna de réunir le conseil. Les hommes se rassemblèrent dans la grande maison Arngeir, là où on tenait ordinaire les réunions importantes. Kolskeg raconta à ceux qui étaient présents tout ce qu'ils savaient. Certains se souvenaient de vieilles légendes à propos des runes sanglantes. Autres proposaient offrir immédiatement un sacrifice généreux aux dieux pour apaiser leur colère. Halfdan écoutait et réfléchissait. Au fond de lui, il ne croyait pas à une intervention divine. Il y avait trop de choses étranges dans cette mort. Mais pour elle, il avait aucune preuve, seulement de vagues soupçons. Le vieux Arengir décida de procéder à un rite de purification du village et apporter aux dieux de généreuses offrandes. Il fut décidé de brûler le corps de Björnvid sur un bûcher funéraire dès le lendemain, afin que son âme puisse plus vite partir vers le royaume des morts. Il faut être plus prudent. Et si le cas se répétait? Lorsque l'assemblée prit fin, Halfdan resta en arrière pour parler à Kolskegr en tête-à-tête. « Tu penses vraiment que était l'œuvre des dieux ?» demanda-t-il sans détour. Kolskegr haussa les épaules. Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Björnvid était un homme en bonne santé, personne ne lui voulait de mal. Et surtout, il y a ni coup ni blessure. Peut-être est-ce celui qui veut que nous pensions cela, dit doucement Halfdan. Kolskegr le regarda avec attention. Tu soupçonnes d'être quelqu'un? Pas encore. Mais si c'est qu'était vraiment un meurtre, alors le tueur est tout près. Et il a tué une fois, il peut tuer encore. Et hélas, ces mots se révélèrent prophétiques. 3 jours passèrent après la mort de Björnvid, et le village de Siald ne faisait que commencer à revenir à son ordre habituel. Le bûcher funéraire avait fini de brûler, les cendres avaient été dispersées au vent selon les anciens usages, et elle, épouse du forgeron Ranfrid, recevait peu à peu les condoléances des voisins. La vie devait continuer, si douloureux que cela fût. Halfdan passa ses journées plongé dans ses pensées. Il retourna plusieurs fois à la maison du défunt forgeron, étudia la rune mystérieuse, interrogea les voisins. Personne ne se rappelait quoi que ce soit de suspect. Björnvid était un homme de bien, il n'avait pas d'ennemis. La seule chose qui inquiétait le guerrier était la rapidité avec laquelle tout le monde oubliait les circonstances étranges de cette mort. Les gens préféraient croire que les dieux avaient pris le forgeron pour des raisons qui leur étaient propres, et que l'histoire s'arrêtait là. Mais il fallait la comprendre jusqu'au bout. Au matin du 4e jour, Halfdan apprêtait à aller pêcher, lorsqu'il entendit des cris venant de extrémité du village. Les voix sonnaient avec la même inquiétude familière que 3 jours plus tôt près de la forge. Le guerrier laissa tomber ses filets et se hâta vers le bruit. La foule était rassemblée près de la maison de la vieille Ingibjorg, la guérisseuse du village. La femme vivait seule dans une petite masure au bord de Siald, où elle cultivait des herbes médicinales et préparait des remèdes pour les malades. On venait la trouver pour les accouchements, les maladies, quand il fallait refermer une plaie ou lever une malédiction. À présent, elle gisait morte dans son lit.
et sur la porte de sa maison se voyait exactement la même rune sanglante que sur la maison de Björnvid. Halfdan se fraya un passage à travers la foule jusqu'à la porte même. La rune avait été gravée à la même hauteur, avec les mêmes gestes irréguliers, et le sang dans les sillons avait lui aussi séché. Le guerrier examina attentivement le symbole, puis entra dans la maison. Ingiborg reposait calmement, les mains croisées sur la poitrine. Son visage ridé avait la même teinte bleuâtre que celui du forgeron. Aucun signe de lutte, toutes les choses à leur place. Seule une coupe en bois se trouvait sur la table, avec au fond des restes une décoction. « Que buvait-elle hier soir ?» demanda Halfdan à Thora, la voisine de la guérisseuse. « Je ne sais pas », répondit la femme en essuyant ses larmes avec le coin de son fichu. « Hier dans la journée, elle se portait bien. Elle cueillait des herbes dans la forêt. Et le matin, je suis venu lui emprunter un peu de miel pour des galettes. Et je ai trouvé ainsi. Quand elle as-tu vu vivante pour la dernière fois ?» continua de demander le guerrier. Hier, au coucher du soleil, elle était assise devant la maison, elle faisait sécher des herbes. Nous avons parlé du temps. Elle a dit que bientôt il y aurait des pluies. Tout était comme d'habitude. Halfdan hocha la tête et ressortit vers la foule. Les gens discutaient de ce qui se passait une voix inquiète. 2 personnes étaient mortes en 4 jours, et sur les portes des 2 maisons étaient apparues les mêmes runes sanglantes. On ne pouvait plus considérer cela comme un hasard. Kolskegr se fraya un chemin jusqu'à la porte de la maison de la guérisseuse et étudia longuement la rune. Son visage était sombre. La même main qui a gravé le symbole sur la maison de Björnvid, dit-il une voix forte pour que tous entendent. Mais que est-ce qui peut lier le forgeron et la guérisseuse? Ils étaient des gens si différents. Dans la foule, on commença à faire des suppositions. Quelqu'un se rappela qu'ils faisaient tous les 2 partie de ceux qui, récemment, étaient opposés au projet de raid contre le village voisin que proposait le vieux Inger. Mais ils étaient nombreux à avoir parlé ainsi. Pourquoi les dieux auraient-ils choisi précisément ces 2-là? Halfdan écoutait attentivement les conversations. Il était de plus en plus troublé par la couleur bleuâtre du visage de la vieille guérisseuse. Il avait déjà vu une telle teinte de peau, autrefois, au cours une expédition, lorsque leurs troupes étaient tombées dans une embuscade en pays marécageux. Les habitants du lieu utilisaient alors des flèches empoisonnées, et les guerriers blessés mouraient avec exactement la même expression. Le guerrier approcha de la table et huma avec précaution ce qui restait de la décoction dans la coupe. L'odeur lui était familière. Sec était une infusion ordinaire de camomille et de menthe, que Ingiborg préparait souvent pour améliorer le sommeil. Mais il y avait aussi une autre senteur, à peine perceptible, amère. Halfdan ne parvint pas à la reconnaître, mais quelque chose lui soufflait que était cette odeur qui était liée à la mort de la guérisseuse. Vers la maison approcha Sigrun, la sœur de Halfdan. La jeune femme était plus jeune de 2 années que son frère, mais se distinguait par un esprit vif et une bonne connaissance des runes. Elle avait appris à lire les anciens symboles auprès un vieux skald qui avait vécu au village jusqu'à sa mort. Hiver dernier. « Montre-moi la rune », demanda-t-elle à son frère. Halfdan la mena jusqu'à la porte, où Sigrun étudia longuement le symbole gravé. « Ce N est pas un signe divin, dit-elle à voix basse, pour que les autres N entendent pas. Les lignes sont trop irrégulières, les gestes trop pressés. Celui qui a gravé cela était soit très agité, soit ne savait pas manier correctement les runes. » Halfdan acquiesça. Ses propres soupçons trouvaient une confirmation. Mais si les runes avaient été gravées par un homme, pourquoi? Et qui pouvait être assez cruel pour tuer des gens innocents? Le frère et la sœur éloignèrent de la foule et trouvèrent un coin retiré où ils pouvaient les parler, sans craindre d'être entendus. « Je pense que Björnvid et Ingiborg ont été empoisonnés, dit Halfdan.
Leur visage à tous les deux avait la même couleur, et dans la coupe de la guérisseuse, J.I. ait senti une odeur étrange. « Mais qui aurait pu faire cela ?» demanda Sigrun. « Et pourquoi graver ces runes? Si le but est simplement de tuer, pourquoi ces énigmes? Pourquoi laisser des traces? Peut-être pour que tous pensent que si est l'œuvre des dieux. Si les gens ont peur de la colère divine, ils ne chercheront pas de causes humaines. » Sa sœur réfléchit. Qu'avaient en commun Björnvid et Ingibjorg? Le forgeron et la guérisseuse vivaient à des endroits différents du village. Ils s'occupaient de choses différentes. Halfdan se rappela les paroles entendues dans la foule. Tous deux étaient prononcés contre le raid proposé par le vieux Inger. Mais cela était passé à une assemblée générale, où beaucoup avaient exprimé leurs doutes. Est-ce que quelqu'un irait jusqu'à tuer des gens pour un désaccord avec des projets de guerre? Nous devons être prudents, dit Sigrun. Si le tueur choisit vraiment ses victimes selon un principe précis, alors chacun de nous peut être le prochain. À ce moment-là, Kolskegr approcha d'eux. La main droite du chef du village paraissait préoccupée. « Arngir veut voir tous les hommes du village dans sa maison dans 1 heure, dit-il. Il faut décider quoi faire face à ces morts. Les gens ont peur, certains parlent déjà de quitter le village. » Halfdan comprenait la frayeur des habitants. 2 morts mystérieuses en 4 jours. Des runes sanglantes sur les portes. Tout cela glaçait le sang des gens simples. Mais la fuite ne résoudrait pas le problème. Si le tueur était parmi eux, il pouvait suivre les fuyards. Et si c'était vraiment quelque chose de surnaturel, alors les dieux les trouveraient partout. À elle assemblée, le vieux Arngir paraissait plus âgé que ses années. Ses cheveux gris étaient en désordre. Ses yeux étaient rouges de manque de sommeil. Les morts dans le village lui pesaient lourdement, car il était responsable de la sécurité et du bien-être de tous les habitants. « 2 personnes sont mortes, commença Tildé, une voix rauque. Sur les portes de leur maison, les mêmes signes. Cela ne peut signifier qu'une chose, les dieux sont mécontents de nous. Nous devons comprendre par quoi nous les avons offensés et apporter des sacrifices expiatoires. » Dans la foule des hommes, on entendit des voix d'approbation, mais il y en eut aussi de plus hésitantes. Un jeune homme nommé Brandr, fils un marchand, osa dire tout haut ce que beaucoup pensaient. Et si ce n'était pas les dieux? Et si quelqu'un parmi les hommes tuait nos voisins et gravait les runes pour que nous ne le soupçonnions pas? Le vieux Arngir fronça les sourcils. Qui oserait une telle impiété? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il tuer Björnvi et Ingibjorg? C'étaient de braves gens. Kolskegr se leva à côté d'Arngir. Brandr a raison de dire qu'il faut examiner toutes les possibilités. Mais réfléchissons avec logique. Si est un homme, comment entre-t-il dans les maisons? Comment tue-t-il sans laisser de traces de lutte? Et surtout, pourquoi? Halfdan n'écoutait que les discussions, mais ses pensées étaient ailleurs. Et il se rappelait la coupe avec les restes de décoction dans la maison d'Ingibjorg. La guérisseuse avait bu quelque chose avant de mourir, et ce breuvage pouvait contenir du poison. Mais qui lui avait apporté un remède empoisonné? Qui savait qu'elle boirait précisément cela? Soudain, le guerrier saisit un détail important. Il remarqua une régularité que les autres haines avaient pas vue. La rune sur la maison de Björnvid avait été découverte le matin après sa mort. La rune sur la maison d'Ingibjorg avait elle aussi été trouvée seulement au matin. Mais si les symboles avaient été gravés après la mort des victimes, le tueur courait le risque d'être aperçu. Donc, les runes étaient apparues plus tôt, peut-être même la veille de la mort. Cette pensée le glaça. Il avait raison. Alors le tueur marquait à bord sa victime, puis la tuait. Cela signifiait que quelque part dans le village, il pouvait déjà y avoir une maison, portant une rune sanglante. La rune était un avertissement. Mais ainsi les questions devenaient encore plus nombreuses. Pourquoi? L'assemblée se termina sur la décision de doubler les gardes
et de demander à tous les habitants d'être particulièrement vigilants. Il fut également décidé d'apporter aux dieux de riches offrandes et de procéder à un rite de purification du village. Halfdan décida d'agir. Cette nuit-là, il ferait le tour du village, en inspectant chaque maison pour y chercher de nouvelles runes. La nuit, le village était enveloppé un lourd silence, et l'angoisse rôdait dans chaque maison comme un froid invisible. Après la mort d'Ingibjorg, les habitants se mirent à enfermer à double tour et à placer des barres supplémentaires à leurs fenêtres. Même les enfants qui, ordinaire, couraient sans peur dans les rues à la lumière de la lune, ne mettaient plus le nez dehors après le coucher du soleil. Au moindre bruit, les adultes échangeaient des regards inquiets. Et certains chuchotaient déjà qu'il faudrait partir installés dans autres hameaux, loin de ces lieux maudits. Ces jours-là, Halfdan dormait à peine. Une idée ne le lâchait pas. Si le tueur marquait à nouveau une victime, il devait y avoir une chance de le surprendre à œuvre. Le guerrier sentait la fatigue grandir, mais il ne se permettait pas de faiblir, car la vie de chacun de ses voisins était en jeu. Au matin, Halfdan alla parler avec Kolskegr pour obtenir son soutien. Il savait que on tenait en haute estime avis de la main droite du chef, et que Kolskegr lui-même était réputé pour sa raison. Pourtant, la rencontre ne se déroula pas comme le guerrier espérait. Kolskegr le regardait avec méfiance, écouta ses propositions organisation de rondes nocturnes, mais ne montra pas son enthousiasme passé. Il admit que les peurs des villageois n'étaient pas vaines, mais insista sur le fait que seuls les dieux pouvaient délivrer le village de la malédiction. Déçu, Halfdan décida de chercher des alliés parmi autres hommes, surtout ceux qui ne se laissaient pas dominer par la superstition et savaient raisonner avec sang-froid. Le premier à le rejoindre fut Ketil, chez qui Björnvid avait réparé la charrette juste avant le meurtre. Ensuite vint Brandr, le marchand et ami enfance de Halfdan. Tous deux acceptèrent de partager avec lui les veilles et de nuit, et de surveiller ce qui se passait dans les rues. À chaque nouvelle ronde, Halfdan devenait de plus en plus attentif aux détails. Il commença à graver dans sa mémoire qui avait été vu où et avec qui, le soir précédant les meurtres, ainsi que ceux qui avaient eu accès aux maisons des morts. Il oublia pas non plus les esclaves du village, car Karl, un jeune homme robuste, accomplissait de petites corvées pour chaque habitant. On le regardait avec méfiance uniquement parce qu'il était un étranger, amené lors de cette dernière expédition lointaine qui avait apporté au village plus de malheur que de profit. Pendant ce temps, Sigrun tentait de comprendre si quelque chose, en dehors de leurs paroles contre le raid, pouvait relier les victimes. Elle étudia les ouvrages de la main de Björnvid, examina les herbes d'Ingibjorg, alla même inspecter leur maison à la recherche des objets rares ou de signes particuliers. Tout se révéla ordinaire, sans trouvailles étranges. Lors une assemblée diurne dans la grande maison du vieux Arngær, où on conviait désormais aussi les femmes, on discutait des possibles raisons de ce mauvais sort. Certains proposèrent de livrer Karl en disant qu'il n'était pas des leurs, que il se taisait presque toujours et fuyait la compagnie des villageois. Mais Halfdan prit résolument la défense de l'esclave, en rappelant que cette nuit-là, plusieurs enfants du village avaient vu. Il entretenait le feu avec Elin, le berger, alors même que la rune N n'avait pas encore été gravée sur la porte d'Ingibjorg. La dispute enflammée fut interrompue par Arngær. Le grand âge du chef ne masquait pas son autorité. Que les patrouilles veillent, que personne ne sorte de chez soi après le coucher du soleil. Il ordonna aussi de vérifier chaque porte au matin, afin de remarquer aussitôt toute nouvelle rune. Pour qui enfreindrait ces règles, ce serait l'exil, et pour les rencontres secrètes, un châtiment selon la loi du Jarl. Cette nuit-là parut particulièrement longue. Le ciel couvert pesait sur les épaules, et l'ombre de la palissade enneigée étalait sur les sentiers poussiéreux entre les maisons. Halfdan longeait les murs, tendant l'oreille au moindre froissement, tâchant de ne laisser échapper rien de suspect. Par moments,
Il lui semblait sentir sur lui un regard étranger. Mais chaque fois, autour de lui, il n'y avait que le vide. Le jour, les habitants débattaient de la question de savoir est-ce. Il fallait demander aide des guérisseurs du village voisin, ou même faire venir un prêtre des chrétiens, en proclamant que les dieux du Nord les avaient abandonnés. Mais la plupart décidèrent de rester fidèles aux anciens usages. Sur la place du marché eut lieu une brève rencontre. Halfdan proposa à chacun d'eux inspecter sa propre maison et de prévenir aussitôt si un nouveau signe venait à apparaître. Le moment était venu de rassembler soigneusement tous les indices. Halfdan rendit visite tour à la veuve de Björnvid, puis à la fileuse du village, chez qui Ingiborg se rendait souvent. Enfin, il interrogea à fond les gamins qui avaient dormi chez le berger la nuit de la mort du forgeron. Le vieil homme nommé Thorgeir, autrefois ami proche des Ingiborg, affirma avoir vu cette nuit-là, près de sa maison, une silhouette sombre et menaçante, mais il ne put distinguer le visage, car l'obscurité était trop profonde. Parfois, le guerrier doutait lui-même de sa mémoire, se demandant si elle ne le trompait pas. Le soir, un rebondissement inattendu se produisit. Brand rapporta des nouvelles, près une maison abandonnée, à l'écart. On avait remarqué des traces fraîches et quelqu'un avait éparpillé des morceaux de pain devant la porte, bien que cette demeure fût tenue pour déserte depuis longtemps. Halfdan et Ketil y rendirent, mais, à part les traces, ne trouvèrent rien de suspect. La vieille maison était vide, et seul le vent gémissait sous le toit. Comme il annonçait un nouveau malheur. De retour chez lui, Halfdan se sentit soudain accablé une fatigue inhabituelle. Son cœur battait sourdement dans sa poitrine, moins sous effet de l'épuisement que de la conscience de son impuissance. Mais ce soir-là, Sigrun vint à lui, posa la main sur son épaule et lui dit doucement que était croire que même dans les heures les plus sombres, on pouvait trouver une étincelle de vérité. Alors, pour la première fois depuis de nombreux jours, il sourit et sentit que la lutte ne faisait que commencer. Le matin du 7e jour apporta une nouvelle tragédie. Ragnar le marchand, un homme d'âge mûr au visage bon et au ventre arrondi, ne se réveilla pas dans son lit. Sa femme, Sigrid, le découvrit en venant le tirer du sommeil pour les travaux du matin. Les cris de la femme réveillèrent donc la moitié du village, et bientôt, une foule de voisins inquiets se pressait devant la maison. Sur la porte se trouvait la même rune sanglante que sur les maisons des précédentes victimes. Halfdan accourut parmi les premiers et remarqua aussitôt que le symbole avait été gravé par la même main maladroite. Le visage de Ragnar avait le même teint bleuâtre familier, et aucune trace de lutte-haine apparaissait dans la maison. Tout indiquait un empoisonnement, comme pour Björnvid et Ingiborg. Mais cette fois, il se produisit quelque chose qui changea le cours des événements. Le jeune Sigtryggr, fils du défunt forgeron, se mit à crier, en montrant du doigt l'angle de la maison du marchand. « Regardez! Quelqu'un se cache là-bas !» Tous se retournèrent et aperçurent Karl, l'esclave, qui se tenait dans l'ombre de la remise, avec un couteau ensanglanté à la main. Le garçon était livide, ses yeux grands ouverts par et froids. Il regardait le couteau qu'il tenait, comme il ne comprenait pas comment il était arrivé là. « Le meurtrier! Il a tué Ragnar !» cria quelqu'un dans la foule. Les hommes se ruèrent sur Karl, mais il ne chercha pas à cesse enfuir. Il se tenait comme pétrifié, continuant de fixer la lame maculée de sang. Ketil et Brand lui saisirent les bras et lui arrachèrent le couteau. Halfdan examina attentivement l'arme. C'était un couteau ordinaire pour la découpe de la viande, comme on en trouvait dans chaque maison. Le sang sur la lame était frais, mais en faible quantité. Le guerrier se renfrogna. Si Karl avait égorgé Ragnar, où se trouvait la blessure sur le corps? Le marchand semblait avoir succombé au poison, tout comme les victimes précédentes. « Que faisais-tu ici »
demanda Kolskegr en S, approchant du prisonnier. La main droite du chef parlait D, un ton ferme, mais sans haine. Karl leva vers lui ses yeux égarés. Je ne me souviens pas. Je me suis réveillé ici. Le couteau était dans ma main, mais j'ignore d'où il vient. « Impudent menteur !» hurla Sigrid, la veuve du marchand. « Tu as tué mon mari. Pourquoi? Qu'est-ce que Kilté avait fait ?» Elle, esclave, secoua la tête. Ragnar était bon pour moi. Il me donnait du travail, il me payait honnêtement. Jamais je ne lui aurais fait de mal. La foule n'écoutait pas ses protestations. Les gens étaient effrayés et en colère. Il leur fallait un coupable. Karl était un étranger, un esclave, un homme sans racines, ni protecteur, une victime idéale pour la colère du peuple. Halfdan demanda la permission d'examiner le corps de Ragnar. Le marchand reposait dans son lit, les mains sagement croisées sur la poitrine. Le guerrier ne trouva aucune plaie de couteau. En revanche, sur la table de chevet, près du lit, se tenait une coupe avec des restes d'hydromel. L'odeur lui était familière. Le même arrière-parfum amer que dans la décoction d'Ingibjörg. Kolskegr, dit Halfdan NS, approchant de la main droite du chef. Ragnar est mort de poison, comme les autres. Il n'a pas de blessure de couteau. Kolskegr haussa les épaules. Peut-être que Karl L.A.D. a bord empoisonné, puis a voulu, achever au couteau. Ou bien il a eu, l'intention de le poignarder. Mais a perdu courage et est contenté du poison. Mais alors, pourquoi laisser un couteau ensanglanté? Et n'importe quel meurtrier l'aurait cherché à se débarrasser des preuves. Peut-être, en a-t-il, il pas eu le temps. Ou bien il a été troublé par ce qu'il venait de faire. Halfdan n'était pas convaincu par ces explications, mais la plupart des villageois avaient déjà condamné Karl. Ils exigeaient une exécution immédiate. Seule l'intervention du vieux haranguer empêcha le lynchage. « Nous tiendrons un jugement selon toutes les règles, » déclara le chef. « Karl sera gardé sous bonne surveillance jusqu'à demain. Alors nous écouterons toutes les accusations et toutes les preuves. » On lia esclave, et on enferma dans une vieille grange, sous la garde de 2 guerriers. Halfdan demanda l'autorisation de parler aux prisonniers en tête-à-tête. Arngir accepta, mais prévint que l'entretien devrait se dérouler en présence des gardes. Dans la pénombre de la grange, Karl était assis sur une brassée de paille, la tête basse. Quand Halfdan entra, l'esclave leva les yeux. On y lisait le désespoir et la peur. « Je n'ai pas tué Ragnar, » dit-il une voix douce. « Je le jure par les dieux de mes ancêtres, je suis innocent. » « Alors explique comment le couteau S est retrouvé dans ta main, » demanda le guerrier. Karl secoua la tête. « Hier soir, j'ai aidé le berger Elin à rentrer les moutons. Ensuite, je suis allé dormir dans la remise où on aime à donner une couche. Je me suis réveillé à l'aube, au milieu des cris. Il s'est avéré que je me tenais devant la maison de Ragnar, avec le couteau dans la main. Je ne me souviens de rien des autres. » Halfdan étudia attentivement le visage de esclave. Karl ne ressemblait pas à un meurtrier. C'était un jeune homme d'une vingtaine d'années, pas particulièrement costaud ni brutal. Ragnar avait réellement traité avec bonté, lui donnant du travail et une paye équitable. « Qui a pu te glisser ce couteau ?» demanda le guerrier. « Je ne sais pas. Je n'ai pas d'ennemis dans le village. J'aurais cessé de ne pas me mêler des affaires des autres. J'accomplis mon travail et je ne crée pas de problème. » Les gardes échangèrent un regard. Un d'eux, un jeune guerrier nommé Bjarki, se pencha vers Halfdan. Il dit peut-être la vérité. Hier soir, je ai vu avec Elin. Ils réparaient ensemble la clôture pour les moutons. Karl m'a semblé ordinaire, sans trace de colère ni de folie. Halfdan hocha la tête et sortit de la grange. Il était de plus en plus convaincu de l'innocence de Karl. Mais qui était alors le véritable meurtrier? Et pourquoi avait-il eu besoin de piéger l'esclave? Le guerrier partit à la recherche d'Elin le berger. Le vieil homme confirma les paroles de Karl. Ils avaient réellement travaillé ensemble jusqu'au crépuscule. Ensuite,
Karl était allé dormir dans sa remise, et Elin était restée garder les moutons. « Je ne elle ai pas vu quitter son endroit pendant la nuit, » dit le berger. « Et pourquoi aurait-il tué Ragnar ? Le marchand était le seul à le traiter comme un homme. » Halfdan alla ensuite trouver Sigrun. Sa sœur était aussi troublée que lui par l'arrestation de Karl. « C'est trop commode, dit-elle. Le véritable meurtrier a enfin offert au peuple quelqu'un à accuser. Maintenant, tous vont se calmer, en pensant que le danger est passé. » Halfdan partageait son avis. Toute la journée, il ressassa les événements et se persuadait davantage encore de l'innocence de Karl. Quelqu'un avait délibérément glissé à l'esclave un couteau ensanglanté, sachant que la foule croirait aussitôt à sa culpabilité. Mais où venait le sang sur la lame? Si Ragnar était mort de poison, avait pu être blessé par ce couteau. Halfdan se rappela que la veille, un des villageois, avait abattu un bélier pour une fête de famille. Peut-être le couteau venait-il de là, volontairement barbouillé de sang animal. Le soir, dans la maison du vieux Angir, eut lieu une discussion préliminaire de l'affaire. La plupart des hommes du village réclamaient l'exécution de Karl pour le lendemain. Les preuves y semblaient irréfutables. Le couteau taché de sang dans la main du suspect, sa présence près de la maison de la victime. Halfdan tenta de s'y opposer, en soulignant absence de motif, et les circonstances étranges de affaire. Mais sa voix se noyait dans le cœur des accusateurs. Les gens voulaient croire que le meurtrier était trouvé et que désormais, leur famille était en sécurité. Kolskegr soutint l'exigence un châtiment sévère. Il parlait de la nécessité de punir le coupable pour que les dieux voient la justice du village. Arngir écoutait tous les avis, mais il était clair qu'il penchait lui aussi vers la condamnation de Karl. La nuit, Halfdan ne put trouver le sommeil. Il comprenait que le lendemain, un innocent pouvait être exécuté, tandis que le véritable meurtrier resterait libre. Cela signifiait que les morts allaient se succéder, alors même que les gens se croiraient à l'abri. Le guerrier prit une décision désespérée. Au plus profond de la nuit, il se glissa jusqu'à la grange où en gardait Karl. Les gardes somnolentes, épuisés par la longue journée. Halfdan défit silencieusement les cordes qui liaient l'esclave. « Fuis, murmura-t-il. Quitte le village et ne reviens jamais. Je trouverai le véritable meurtrier, mais cela demandera du temps. En attendant, tu dois sauver ta vie. » Karl le regarda avec gratitude. « Merci. Je n'oublierai pas ta bonté. Mais sache-le, je suis innocent de la mort de Ragnar. »« Je le sais, » acquiesça Halfdan. « Si, est pour cela que je te laisse partir. » L'esclave disparut dans l'obscurité de la nuit, et Halfdan regagna sa maison. Au matin, le tumulte éclaterait, et on accuserait d'avoir aidé un criminel. Mais le guerrier était prêt à affronter ses reproches. Il ne pouvait permettre que on tue un innocent, surtout en sachant que le vrai meurtrier courait toujours. Aube apporta colère et accusation. Les gardes trouvèrent la grange vide au lever du jour et donnèrent alarme. En espace une heure, tout le village apprit la fuite de Karl, et les soupçons se tournèrent aussitôt vers Halfdan. Aungeir le fit comparaître, le visage sombre comme un nuage orage. « Tu as aidé à fuir, » dit Arngeir sans détour. « Ne nie pas. Les gardes ont vu venir à la grange hier soir. » Halfdan ne chercha pas à mentir. « Oui, je est libéré. Karl est innocent. Le vrai meurtrier est encore parmi nous. Et pendant que nous suivions une fausse piste, il a eu le temps de préparer un nouveau crime. » Le vieux chef frappa du poing sur la table. « Tu as outrepassé ton droit. Karl était soumis au jugement du village, et tu as décidé que tu savais mieux que tous. » Kolskegg rentra dans la pièce, le visage empreint une indignation vertueuse. « Halfdan, ton acte a mis tout le village en danger.
si Karl est réellement le meurtrier. Il est maintenant en liberté et peut tuer encore. Le guerrier les regarda tour à tour. Et est-ce, il est innocent? Si le véritable tueur a profité de notre précipitation pour détourner les soupçons, alors nous avons non seulement laissé le criminel impuni, mais nous avons failli mettre à mort un innocent. La conversation fut interrompue par un cri venant de l'aile extérieure. Tous trois se précipitèrent en dehors et virent une foule massée devant la maison de Thorleifr, un jeune guerrier. Sur la porte se dessinait la rune sanglante bien connue, et à elle, intérieure, gisait un nouveau mort. Thorleifr était un homme environ 25 ans, robuste et en bonne santé. Il était jamais malade. On vantait son endurance et son habileté à manier épée. La mort, avait surpris dans son lit, le visage marqué de la même teinte bleuâtre que celui des précédentes victimes. Sur la table se trouvait une chope avec des restes qui portaient le même parfum amer de poison. Halfdan éprouva une sombre satisfaction. La mort de Thorleifr confirmait la justesse de ses paroles. Karl était innocent. Le meurtrier avait frappé de nouveau malgré la fuite de l'esclave. « Vous voyez, dit-il à Kolskegr et à la foule rassemblée. Karl a pas pu tuer Thorleifr. Il est déjà loin du village. » Mais ce raisonnement ne calma pas les esprits. Au contraire, ce nouveau décès sema une panique encore plus grande. Certains criaient qu'ils avaient maintenant deux meurtriers, Karl, quelque part dans les bois, et celui qui avait tué Thorleifr. Des autres accusaient Halfdan avoir attiré sur eux une colère divine plus terrible encore. Cette mort troublait pourtant le guerrier pour une autre raison. Thorleifr était jamais opposé au projet de raid. Au contraire, il en était l'un des partisans les plus ardents. Qu'est-ce qui pouvait bien le lier à Björnvid, Ingibjorg et Ragnar? Halfdan emmena Sigrun à l'écart pour discuter des nouveaux événements. « Cette mort ne rentre pas dans le même schéma, » dit-il à sa sœur. Thorleifr soutenait le chef en tout. Pourquoi le meurtrier aurait-il eu besoin de le tuer? Sigrun réfléchit. Peut-être le tueur a-t-il. Il choisit exprès une victime au hasard, pour nous empêcher de trouver une logique. Ou bien il a des autres raisons, que nous ne comprenons pas. Ou alors, suggéra Halfdan, il ne tue pas seulement les opposants du chef, il ajoute des victimes choisies au hasard pour masquer son véritable motif. Cette idée lui sembla plausible. Un meurtrier rusé pouvait très bien éliminer quelques personnes sans lien apparent, afin de brouiller les pistes et d'écarter les soupçons. Dans la journée, Halfdan interrogea les voisins de Thorleifr, cherchant à savoir ce que le jeune guerrier avait fait la veille de sa mort. Il apprit que, le soir, celui-ci avait longuement passé le temps dans la maison du vieux Magnus, à jouer au dé et à boire de ale. Il était rentré chez lui que tard, bien après minuit. « Qui d'autre était chez toi cette nuit-là » demanda le guerrier au maître de maison. Le vieil homme se gratta la barbe grise, cherchant dans ses souvenirs. Thorleifr, bien sûr. Il y avait aussi Olvir le tanneur, Svein le pêcheur et... Oui, Kolskegr restait passé un moment. Il a dit que le chef, envoyait pour vérifier si tout était calme dans le village. Halfdan se raidit. Kolskegr était trouvé dans la maison de Magnus cette nuit-là. Il aurait pu glisser du poison dans la chope de Thorleifr ou suivre discrètement le jeune guerrier après la partie. « Kolskegr était resté longtemps chez toi ?» continua de questionner le guerrier. Kolskegr ne resta pas longtemps. Il a bu une chope, a parlé un peu avec nous, puis il est parti. Il a dit il devait faire le tour de tout le village avant l'aube. Cela donnait à Kolskegr la possibilité de graver la rune sur la porte de Thorleifr et de préparer le poison. Mais Halfdan comprenait que de simples soupçons ne suffisaient pas. Il lui fallait des preuves. Le guerrier décida de surveiller Kolskegr. La main droite du chef jouissait de la confiance de tous et avait accès à n'importe quelle maison du village. Qui irait soupçonner en lui un meurtrier? Le soir venu, Halfdan se tapit dans ombre près de la maison de Kolskegr. Il le vit allumer une bougie et
asseoir à table, où il écrivait ou dessinait quelque chose. Puis Kolskegr souffla la flamme et sortit de la maison. Il tenait à la main une petite sacoche. Halfdan le suivit avec précaution. Kolskegr se dirigea vers la lisière du village, là où se trouvait la maison abandonnée de Hel, ancien chasseur. Il entra à Hel intérieur, et bientôt la lumière une bougie vacilla à la fenêtre. S'approchant silencieusement du carreau, Halfdan jeta un coup d'œil au-dedans. Kolskegr était assis à la table. Devant lui se trouvaient fait des herbes et de petites poteaux d'argile. Il mélangeait quelque chose dans une coupe de bois, en ajoutant de temps à autre des pincées de différentes poudres. Le guerrier comprit qu'il assistait à la préparation un poison, mais il lui fallait plus de preuves. Il décida d'attendre que Kolskegr eût terminé son travail et quitté les lieux, puis de fouiller la maison abandonnée. Kolskegr œuvra longuement, mêlant le breuvage avec soin. Enfin, il versa le liquide prêt dans un petit flacon, le glissa dans sa sacoche et ramassa le reste de son matériel. Après avoir soufflé la bougie, il quitta la maison. Halfdan patienta jusqu'à ce que les pas se fussent éteints au loin, puis pénétra dans le logis désert. Sur la table demeuraient des traces de poudres et des herbes. Le guerrier les humaillait. Certains parfums lui semblèrent familiers. C'étaient les mêmes odeurs qu'il avait senties dans les maisons des victimes. Dans un angle, Halfdan découvrit une cache sous une planche du plancher. Là se trouvaient plusieurs fioles de poison, un couteau bien affûté pour graver les runes, et même des notes écrites. Les écrits mentionnaient les noms de tous les morts, ainsi que les projets de meurtres à venir. Le cœur du guerrier battit plus vite. Il venait de trouver des preuves irréfutables de la culpabilité de Kolskegr. Mais que faire de ces découvertes? S'il accusait la main droite du chef sans témoin suffisant, on risquait de ne pas le croire. Halfdan résolut attendre le matin pour amener quelques hommes sûrs jusqu'à la cache. Ketil, Brandr, peut-être même Inger lui-même. Kuy, ils voient ils voient de leurs propres yeux les preuves des crimes de Kolskegr. Mais quand le guerrier revint au matin avec Ketil et Brandr, la cache était vide. Quelqu'un avait emporté tous les indices. La planche avait été soigneusement remise en place, et plus aucune trace de poudre ne restait sur la table. Kolskegr avait, semble-t-il, remarqué que quelqu'un était entré dans sa cachette, et il avait détruit toutes les preuves. Maintenant, Halfdan n'avait plus que des soupçons, sans aucun moyen de les confirmer. Ketil et Brandr le regardaient avec perplexité. « Tu es sûr d'avoir vu ici des poisons et des écrits ?» demanda Ketil. Halfdan acquiesça, tout en comprenant que ses paroles sonnaient creux. Sans preuve matérielle, il ne pouvait accuser Kolskegr de meurtre. Pire encore, à leur retour au village, une mauvaise nouvelle les attendait. Sur la porte de la maison de Halfdan brillait une rune sanglante toute fraîche. Le meurtrier, avait choisi comme prochaine victime. Sigrun pâlit en voyant ce signe funeste. « Frère, tu dois fuir le village comme Karl. Si le meurtrier marque ses victimes un jour avant leur mort, tu as encore le temps de te sauver. » Mais Halfdan secoua la tête. « Non, je ne fuirai pas. Est ce qu'attend le tueur, que je disparaisse comme Karl. Alors il pourra continuer ses crimes en toute impunité. Je resterai, et je le prendrai au piège. » Le guerrier savait qu'il jouait avec le feu. Il lui restait moins une journée pour confondre Kolskegr et prouver sa culpabilité. S'il échouait, il deviendrait la prochaine victime du mystérieux empoisonneur. Ce jour-là devint pour Halfdan le jour des décisions décisives. La rune sanglante sur sa porte signifiait que le temps était compté, peut-être jusqu'au prochain lever de soleil seulement. Il comprenait que si le meurtrier n'était pas démasqué avant la fin de la journée, le lendemain le verrait mort. La peur crispait ses gestes, mais sa volonté de justice, emportait, à bord. Halfdan choisit de ne pas montrer qu'il connaissait la menace qui pesait sur lui. Il se comportait comme d'habitude. Il raccommodait ses filets de pêche, parlait avec les voisins, aidait Sigrun aux tâches du foyer.
Dans le même temps, il observait attentivement chaque habitant du village, et surtout Kolskegr. La main droite du chef paraissait, elle aussi, agir comme à elle ordinaire. Il faisait sa ronde, Essa informait des affaires de chacun, transmettait les ordres d'Ernger. Rien, dans sa conduite, ne trahissait un meurtrier. Kolskegr se montra même plein de sollicitude en exprimant sa compassion à Halfdan pour la rune gravée sur sa porte. « Je suis désolé que ce fléauté ait atteint toi aussi, dit-il d'un ton sincère. Mais ne perds pas courage. Peut-être les dieux veulent-ils seulement éprouver ta force des âmes. Tu as libéré Karl en pensant agir avec justice. » Halfdan dut se faire violence pour ne pas laisser paraître ses soupçons. « Oui, j'ai. Espère que les dieux comprendront mes raisons, » répondit Hildé, une voix posée. Après le départ de Kolskegr, le guerrier se mit à préparer la nuit. Il affûta son épée, vérifia ses cuirasses de cuir, demanda à Sigrun de préparer des torches. Sa sœur ne posa pas de questions superflues, mais son visage trahissait une profonde inquiétude pour lui. « Peut-être devrais-tu tout de même quitter le village, » suggéra-t-elle encore une fois. « Ne serait-ce que pour quelques jours, jusqu'à ce que elle en trouve le vrai meurtrier. » Halfdan secoua la tête. « Si je fuis, Kolskegr comprendra que je hais et démasqué. Il pourrait échapper à son tour, ou bien se mettre à tuer encore plus pour semer le chaos. Non, je dois rester et le surprendre en flagrant délit. » Le guerrier décida de tendre une embuscade. Il s'y accorda avec Ketil et Brandr pour qu'ils surveillent en cachette sa maison depuis différents abris. Si le meurtrier venait jusqu'à la demeure de Halfdan, il serait témoin de ses actes. Au crépuscule, Halfdan éteignit le feu dans la maison et fit semblant de se coucher. En réalité, il se dissimula dans ombre de la remise, où la porte de son logis restait bien visible. Ketil se posta derrière la palissade de la maison voisine, tandis que Brandr se cachait dans le foin du grenier, où il dominait toute la rue. La nuit fut longue et inquiétante. Chaque bruissement faisait tressaillir Halfdan, qui serrait plus fort la poignée de son épée. Mais les heures passaient, ne repatiente et personne ne approchait de sa maison. Le guerrier commença à douter de son plan. Le meurtrier avait-il décidé de changer ses habitudes en sentant le danger? Vers le milieu de la nuit, Halfdan remarqua un mouvement à l'extrémité opposée de la rue. Une silhouette sombre se coulait entre les maisons, en évitant la lumière. Le guerrier plissa les yeux et distingua une silhouette familière. Était Kolskegr. La main droite du chef avançait lentement vers la maison de Halfdan. Il tenait quelque chose qui ressemblait à un couteau. De temps à autre, Kolskegr arrêtait pour écouter et jeter un coup d'œil autour de lui. Il était évident qu'il agissait avec une grande prudence, craignant d'être vu. Le cœur de Halfdan accéléra. Enfin, il pourrait surprendre le meurtrier en pleine action. Mais il devait attendre que Kolskegr soit assez proche pour être vu clairement de tous les témoins. Kolskegr se glissa jusqu'à la porte de la maison et sortit un couteau. À la lueur de la lune, on voyait nettement son visage, concentré et tendu. Il se mit à graver quelque chose sur le bois, en se retournant régulièrement pour vérifier que personne ne venait. Halfdan comprit que Kolskegr rafraîchissait la rune, la rendant plus nette. Était sans doute une partie du rituel. D'abord, il marquait la victime, puis renforçait la marque juste avant la mise à mort. Lorsque la rune fut achevée, Kolskegr éloigna de la porte et sortit de sa sacoche un petit flacon. Il en versa délicatement le contenu dans une chope en bois qu'il tenait dans l'autre main. Puis, il se dirigea vers la fenêtre de la maison de Halfdan. Alors, le guerrier vit clairement tout le plan du meurtrier. Kolskegr comptait introduire dans la maison pour remplacer L-E-O ou L-Al par la boisson empoisonnée. Au matin, Halfdan aurait bu le poison et serait mort, exactement comme les victimes précédentes. Halfdan donna un signal convenu à ses compagnons, un sifflement discret semblable au cri une chouette. Thorkel et Séric comprirent aussitôt et commencèrent à s'approcher prudemment de la maison
par deux côtés différents. Pendant ce temps, Kolskegr tentait d'ouvrir le volet de la fenêtre. Il s'y prenait avec adresse, preuve que ce N n'était pas la première fois qu'il pénétrait dans une maison étrangère. Le volet céda, et le meurtrier commença à se faufiler à aile intérieure. À cet instant, Halfdan jaillit de sa cachette et cria une voix forte. « Arrête-toi! Tous voient ce que tu fais !» Kolskegr se figea à mi-corps dans aile, ouverture de la fenêtre, et la chope empoisonnée tomba de ses mains pour se briser sur le sol. Il tourna la tête et aperçut Halfdan, épée à la main, ainsi que Thorkel et Eric qui avançaient vers lui. Toute tentative de fuite était vaine. Kolskegr le comprit. Il se hissa lentement hors de la fenêtre et se redressa, faisant face à ses accusateurs avec la dignité de celui qui a plus rien à perdre. « Eh bien, dit-il calmement, il semble que mon œuvre soit terminée. » Thorkel ramassa les éclats de la chope brisée, les porta à son nez. « Il y avait du poison ici, confirma Théil, la même odeur que dans les maisons des autres victimes. » Eric braqua son flambeau sur la porte de la maison de Halfdan. « La rune a été ravivée, » annonça Théil. « Des entailles toutes fraîches par-dessus les anciennes. » Halfdan regardait Kolskegr avec un mélange de soulagement et de colère. Enfin, le meurtrier était pris. Mais combien d'innocents avaient été péris à cause de ces crimes? « Pourquoi ?» demanda le guerrier. « Pourquoi as-tu tué ces gens? Que tête avaient-ils fait ?» Kolskegr eut un sourire ironique. « Tu ne comprends donc vraiment pas? Il gênait encore tous les projets de Thorfinn. Le chef veut rassembler les villages voisins sous son autorité, mais certains opposaient à la guerre. Björnvi, Ingiborg, Ragnar, tous doutaient de la sagesse de nos desseins. Et Thorleifr demanda Thorkel. Il soutenait le vieux chef. Kolskegr haussa les épaules. Thorleifr fut une victime de circonstances. Il me fallait brouiller les pistes pour que personne ne devine mes véritables motifs. Quelques morses amères sans raison apparente devaient vous plonger dans la confusion. Alors tu tuais sur air et ordre de Thorfinn, enchaîna Halfdan. Kolskegr secoua la tête. Le chef ne savait rien. J'y agissais de ma propre initiative pour aider à réaliser ses projets. Thorfinn est un grand meneur, mais il est trop clément. Il ne comprend pas que parfois, il faut employer des moyens cruels pour le bien commun. Un profond dégoût envahit Halfdan. Tu as tué des Innonins pour servir tes ambitions, et tu oses encore parler de bien commun. Kolskegr se redressa, le regard embrassé une foi fanatique. Je sers, avenir de notre peuple. Quand nous aurons uni toutes les communautés, quand nous aurons bâti un royaume puissant, alors on reconnaîtra la nécessité de mes actes. Quelques morts au jour lui sauveront des centaines de vies demain. Ces paroles achevèrent de convaincre Halfdan qu'il avait affaire à un fou. Kolskegr était tellement persuadé de la justesse des projets du vieux chef qu'il était prêt à tuer pour les accomplir. Le plus effrayant était qu'il agissait en secret, sans jamais mettre Thorfinn au courant de ses méthodes. Alertés par les éclats de voix, les villageois accoururent. Bientôt, une foule entière se pressa devant la maison de Halfdan. Les gens regardaient Kolskegr avec stupeur et horreur, incapables de croire que cet homme respecté fût un meurtrier. Thorfinn arriva parmi les derniers. Le vieil homme portait encore ses vêtements de nuit. Ses cheveux étaient en bataille, et ses yeux rougis par les veilles. Longtemps, il contempla Kolskegr sans prononcer un mot. « Est-ce vrai ?» demanda-t-il enfin une voix rauque. Kolskegr soutint son regard sans honte. « Oui, si, et la vérité. Je les ai tous tués pour tes projets, pour notre avenir. » Thorfinn devint livide et chancela. Eric se hâta de le soutenir pour empêcher de tomber. « Je ne t'ai jamais demandé de tuer pour moi, » murmura le vieux chef. « Comment as-tu pu croire que approuverait cela ?» Kolskegr plissa le front, surpris par cette réaction.
Tu voulais unir les villages. Je n'ai fait qu'écarter les obstacles de ton chemin. Thorfinn se redressa et regarda son ancien ségon avec une répulsion profonde. Tu as perverti mes paroles et mes buts. Jamais je n'ai désiré le pouvoir au prix du sang des innocents. La foule se mit à gronder, réclamant la mort immédiate de Kolskegr. Halfdan leva la main pour calmer les esprits. « Le jugement aura lieu au matin, » déclara-t-il. « À la lumière du jour, nous entendrons toutes les accusations et nous rendrons un verdict juste. En attendant, Kolskegr sera placé sous bonne garde. » On lia le meurtrier et on le conduisit jusqu'à la même grange où elle, on avait récemment enfermé elle, innocent Karl. Halfdan sentit toute haie et amertume de elle et ironie. Le véritable criminel se retrouvait dans la même geôle que elle, esclave injustement accusée. Elle, Aube, apporta de lourdes révélations. Kolskegr avait passé la nuit dans la grange sans trouver le repos. Les gardes avaient entendu aller et venir dans le réduit, marmonnant des paroles indistinctes. Quand le soleil se leva sur le village, Thorfinn ordonna de convoquer tous les habitants pour le jugement. La grande maison du chef ne pouvait contenir tous ceux qui désiraient assister à l'audience. On dut sortir les bancs à l'extérieur, afin que chacun puisse entendre les aveux du meurtrier. Même les femmes et les enfants assemblèrent, bien que, habituellement, on ne les admette pas aux séances de justice. Kolskegr fut amené les poignets pris dans des fers dénichés, dans un vieux hangar à armes. L'ancien bras droit du chef semblait calme, presque fier. Il gardait les yeux levés, regardant la foule en face. Comme il ne remarquait pas la haine ni le mépris dans leur regard. Thorfinn siégeait sur son haut fauteuil, mais paraissait vieilli de 10 années. Les événements de la nuit, avaient ébranlé jusque au tréfonds. L'homme, auquel il accordait la plus grande confiance, se révélait être un meurtrier. Pire encore, cet homme prétendait agir pour accomplir ses projets, en les déformant jusqu'à la caricature. « Kolskegr » commença Thorfinn, une voix tremblante. « Tu es accusé d'avoir tué 4 habitants de notre village. Halfdan et ses témoins affirment avoir surpris en flagrant délit, au moment où tu tentais de empoisonner. Qu'as-tu à dire pour ta défense ?» Kolskegr se redressa et répondit d'un ton ferme. « Je ne chercherai pas d'excuses. Oui, j'y ai tué Björnvid, Ingiborg, Ragnar et Thorleifr. Oui, je voulais tuer Halfdan, et je ne considère pas mes actes comme des crimes. » Un grondement indigné parcourut la foule. Quelques-uns lancèrent des malédictions, des femmes poussèrent des cris, mais Kolskegr poursuivit, insensible à leur colère. « Tout ce que j'ai fait, je ai fait pour à venir de notre peuple. Thorfinn est un grand chef capable d'unir les villages en une alliance puissante. Mais certains aveugles ne voyaient pas la grandeur de ses desseins. Ils doutaient, opposaient, semaient le trouble parmi les autres. Le vieux chef le coupa. « Je ne t'ai jamais demandé de tuer pour moi. Mes projets ne valent pas le sang des innocents. » Kolskegr tourna vers lui un regard empli de reproches. « Tu es trop doux, Thorfinn. Les grands meneurs doivent accepter les sacrifices. Crois-tu que les rois et les jarls ont conquis leur terre par de simples palabres? Non. Ils ont versé le sang de leurs ennemis et de ceux qu'ils jugeaient traîtres. Mais ces gens n'étaient pas des ennemis, s'écria Halfdan. Björnvid était un forgeron honnête, Ingiborg une guérisseuse avisée. Ils n'ont fait que exprimer leur opinion lors de assemblée. Kolskegr posa sur lui un regard glacé. Leur opinion était erronée. Ils entravaient le progrès. Accrochaient aux anciennes coutumes. De tels gens freinent toujours l'élan des autres. Et Thorleifr demanda Thorkel depuis la foule. Et il soutenait les projets du vieux chef. Pourquoi as-tu tué, lui? Le visage de Kolskegr se durcit encore. Thorleifr fut une victime de la nécessité. Si je, moi, étais contenté de supprimer les adversaires de Thorfinn, vous auriez deviné trop vite mes motifs. Quelques morts sans lien apparent devaient brouiller vos pistes.
Les paroles de Kolskegr soulevèrent une nouvelle vague d'indignation dans la foule. Les gens ne pouvaient te concevoir une cruauté si froide. Tuer un innocent uniquement pour brouiller les pistes dépassait leur entendement. Sigrun se leva et s'adressa à Kolskegr. « Et Karl, tu as glissé dans sa main un couteau taché de sang, en sachant que en elle accuserait du meurtre de Ragnar. On aurait pu le mettre à mort pour le crime un autre. » Kolskegr haussa les épaules. Karl est un esclave, un étranger. Sa vie à Henke a pas autant de poids que celle un homme du village. De plus, sa mort aurait rassuré tout le monde. Vous auriez moins eu peur. Ces mots achevèrent de dresser la foule contre lui. Même ceux qui doutaient encore de sa culpabilité virent désormais en Kolskegr un meurtrier impitoyable, prêt à sacrifier n'importe qui à ses buts. Halfdan raconta alors en détail le déroulement de la nuit passée. La manière dont il avait tendu son piège, comment il avait vu Kolskegr ranimer la rune sur sa porte et préparer la boisson empoisonnée. Thorkel et Eric confirmèrent point par point ses dires, décrivant tout ce dont ils avaient été témoins. « Parle-nous de tes poisons, » exigea le vieux Thorfinn. « Où les trouvais-tu? Comment as-tu appris à préparer ces breuvages mortels ?» Kolskegr esquissa un sourire. « J'ai beaucoup appris au cours de nos expéditions. Dans les terres du Sud, j'allais rencontrer des gens qui connaissent les secrets des herbes et des racines. Et puis, j'ai reçu quelques leçons de la main même d'Ingibjorg. Elle ignorait qu'elle instruisait ainsi son futur meurtrier. « Tu t'es donc servi du savoir de la guérisseuse pour la tuer elle-même » demanda une femme avec horreur. « Une ironie du destin, » admit Kolskegr. « Mais je n'en éprouve aucun remords. Ingibjorg nuisait à nos projets avec ses prophéties de défaites et de malheur. » Thorfinn se leva de son siège et Essa approcha du prisonnier. Longtemps, il le fixa, cherchant en lui le compagnon de jadis. « Kolskegr, » dit-il une voix empreinte de tristesse, « je croyais te connaître. Nous avons fait route ensemble, partagé les risques et le butin. Comment as-tu pu devenir un tel monstre ?» Kolskegr soutint son regard sans faillir. « Je suis devenu ce que je devais être. Le serviteur fidèle un grand chef. Dommage que tu haines et n'aies pas su reconnaître ma loyauté. » Le vieux chef secoua la tête. Ce haine et pas de la loyauté, et de la folie. La vraie fidélité exige pas le meurtre des innocents. Kolskegr se tut. Il comprenait qu'il ne parviendrait plus à convaincre personne de la nécessité de ses actes. Les autres étaient trop faibles, selon lui, pour accepter la dureté des moyens. Le jugement se prolongea des heures durantes. Les témoins se succédèrent, racontant les derniers jours des victimes sous ce qu'ils avaient remarqué de suspect dans la conduite de Kolskegr. Peu à peu, l'ensemble des crimes se dessina avec netteté. On apprit que Kolskegr préparait ses meurtres longtemps à l'avance. Il observait les habitudes de chaque victime, découvrait ce qu'elle mangeait et buvait avant de se coucher. Ensuite, il trouvait un moyen de verser le poison dans la nourriture ou la boisson. À l'occasion, il apportait lui-même des mets déjà empoisonnés, sous l'apparence un voisin prévenant. Quant aux runes, il les gravait à des moments différents, parfois un jour avant le crime, parfois la nuit même. Cela faisait partie de son stratagème pour induire les gens en erreur. Kolskegr voulait que les villageois pensent à une malédiction des dieux, plutôt qu'à la malveillance d'un homme. Le soir venu, le jugement prit fin. La culpabilité de Kolskegr ne faisait plus, ombre un doute. Il ne restait que à prononcer la sentence. Thorfinn proclama le verdict. Pour le meurtre de 4 personnes et la tentative en tuer une 5e, Kolskegr était condamné à mort. L'exécution devait avoir lieu au lever du soleil, le lendemain. Mais, avant cela, le vieux chef fit une annonce qui stupéfia tous les présents. « Je renonce à mes projets de raid contre les villages voisins, » dit-il une voix forte. « Les événements de ces jours m'ont montré où peuvent mener les ambitions et la soif de puissance. Désormais, nous vivrons en paix avec nos voisins, en nous consacrant aux négoces et aux métiers. » Cette décision fut accueillie par des réactions partagées. Certains saluèrent la sagesse du chef,
D. Autres furent bien déçus par Hay et abandon des expéditions. Toutefois, après tout ce qui venait de se passer, personne n'osa lui contester sa décision. Colskegre fut reconduit à la grange. Cette fois, la surveillance fut renforcée. 2 guerriers montaient hanter la garde devant elle entrée, et un 3e patrouillait autour du bâtiment. Le meurtrier ne devait pas échapper à la justice. Halfdan ressentit alors une étrange vacuité. L'enquête était achevée, le coupable démasqué et condamné. Pourtant, aucune joie ne venait adoucir ce dénouement. Trop de vies avaient été brisées, trop de souffrances étaient abattues sur le village. Sigrun approcha de son frère et posa une main sur son épaule. « Tu as agi comme il le fallait, » dit-elle doucement. « Sans ton acharnement, Colskegre continuerait à tuer. » Le guerrier acquiesça, mais la lourdeur ne le quittait pas. Il pensait à Karl, désormais errant dans les forêts, trop craintif pour revenir. Il pensait aux familles des morts, qui ne se remettraient jamais vraiment de leur perte. Il pensait aussi à la facilité avec laquelle la confiance peut se transformer en aveuglement et la fidélité en fanatisme. L'aube du lendemain apporterait la justice. Mais la plaie ainsi ouverte dans le cœur du village mettrait longtemps à se refermer. Le lever du jour enveloppa Skjald un silence pesant. Les habitants se levèrent, non avec espérance ordinaire un nouveau matin, mais avec la conscience amère que achevait, une des pages les plus sombres de leur histoire. Exécution du meurtrier, devait apporter la justice, mais nulle haine en tirait de satisfaction. Halfdan avait pas fermé l'œil. Il était resté près de la fenêtre, suivant la course des étoiles et remuant les souvenirs des jours passés. Il savait que la mort de Colskegre ne rendrait pas la vie aux morts, mais qu'elle mettrait fin à la série de crimes. C'était une justice douloureuse, mais nécessaire. Le vieux Thorfinn, lui non plus, ne dormit pas. Toute la nuit, il demeura assis dans son grand fauteuil, une coupe d'ale intacte entre les mains. La trahison de Colskegre avait blessé plus profondément que importe quelle défaite au combat. L'homme en qui il avait placé une confiance de père était révélé meurtrier. Thorfinn se sentait responsable. Peut-être ses paroles sur union des villages, avaient-elles été mal interprétées. Quand le soleil se leva derrière l'horizon, les villageois commencèrent à se rassembler devant la demeure du chef. Selon l'usage ancien, exécution devait se faire en présence de toute la communauté. Même les enfants étaient là, bien que leurs mères tentassent de les tenir à distance de endroit où la sentence allait être exécutée. Colskegre fut tiré de la grange, les poignets enchaînés. L'ancien bras droit du chef, paraissait toujours calme, presque altier. Il ne demanda pas grâce, ne montra aucun regret. Jusqu'au bout, il demeura convaincu de la justesse de ses actes. Thorfinn se plaça devant l'assemblée. Il semblait plus vieux que jamais, et sa voix tremblait sous le poids de la fatigue et du chagrin. Les habitants de Skjald, commença-t-il, aujourd'hui nous mettons un terme au jugement de Colskegre, reconnu coupable du meurtre de 4 de nos voisins. Selon les lois de nos ancêtres, un tel crime ne peut être expié que par la mort. La foule demeura silencieuse. Personne ne cria pour réclamer la mise à mort, comme était souvent le cas autrefois. Trop de souffrances avaient frappé le village pour que quiconque se réjouisse de la mort un homme, même coupable. Colskegre posa sur le vieux chef un regard plein de mépris. « Tu es faible, Thorfinn, et l'histoire montrera que j'avais raison, et que tu as laissé échapper la chance de rendre notre peuple grand. » Le vieux chef secoua la tête. « L'histoire montrera seulement que tu étais un meurtrier, abrité derrière de grands discours. La vraie grandeur ne se bâtit pas sur le sang des innocents. » Le bourreau attendait déjà, la hache à la main. Était Magnus le forgeron, frère du défunt Björnvid. Le droit de vengeance lui revenait en tant que parent de la première victime. Son visage exprimait ni haine ni fureur, seulement la sombre résolution
accomplir le devoir de justice. Kolskegr S agenouilla devant le billot. Jusqu'au bout, il conserva une posture fière, sans laisser paraître ni peur ni repentir. Quand Thorfinn lui demanda il avait des dernières de parole, il répondit une voix ferme. Je haïs servi un but plus grand. Un jour, les hommes comme ça se comprendront. La hache de Magnus S abattit d'eau un coup net et rapide. La justice avait parlé, mais nul ne célébra cette fin. Les villageois se dispersèrent en silence, chacun emportant ses propres pensées. Halfdan resta sur la place plus longtemps que les autres. Il regardait l'endroit de exécution et songeait à la facilité avec laquelle un homme peut quitter le droit chemin. Kolskegr avait commencé comme un serviteur fidèle de la communauté. Puis, peu à peu, il était devenu un fanatique prêt à tuer pour ses idées. Sigrun vint le rejoindre. Sa pâleur trahissait l'épreuve des derniers jours, mais sa voix demeurait posée. « Maintenant, tout est fini, » dit elle doucement. Halfdan acquiesça. « Oui, mais les cicatrices resteront. Notre village ne sera plus jamais tout à fait le même. » Au fil de la journée, les habitants de Siald retournèrent peu à peu à leurs tâches ordinaires. Il fallait bien reprendre le cours de la vie et penser les blessures que les événements récents avaient infligées à la communauté. Ranfrid, la veuve du forgeron Björnvid, reçut, aide des voisins pour tenir sa maison. Sigrid, qui avait perdu Ragnar le marchand, décida de poursuivre son activité avec le soutien de son fils aîné. Thorfinn convoqua ensuite un conseil avec les anciens des villages voisins. Il voulait renoncer officiellement à tout projet de raid et sceller des accords de commerce pacifique. La mort de 4 villageois lui avait révélé le véritable prix de ambition et de la soif de pouvoir. Quelques jours plus tard, Karl revint à Siald. L'ancien esclave avait appris l'exécution de Kolskegr par des marchands de passage et était enfin senti assez en sécurité pour revenir. Halfdan attendait à l'entrée du village. « Pardonne-moi de ne pas avoir pu te défendre dès le début, » dit le guerrier. « Je savais que tu étais innocent, mais je n'avais aucune preuve. » Karl lui adressa un sourire. « Tu aimes à sauver la vie en aidant à fuir. Pour cela, je te resterai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. » Thorfinn proclama alors Karl homme libre en compensation pour les souffrances endurées. L'ancien esclave choisit de rester à Siald pour y exercer un métier. Il se révéla doué pour la sculpture sur bois. Et bientôt, ses ouvrages trouvèrent tout preneur jusque dans les villages voisins. Halfdan reçut à l'estime générale pour avoir confondu le meurtrier et sauvé la communauté de nouveaux crimes. Mais le guerrier ne cherchait ni gloire ni récompense. Il savait seulement qu'il avait accompli son devoir envers les siens, et cela lui suffisait. Sigrun aida son frère à revenir sur tout ce qui était passé. Ensemble, ils discutèrent des signes qui auraient été pu trahir plus tôt Kolskegr, et des moyens qui auraient peut-être permis d'éviter le drame. Sigrun proposa de créer au village un conseil chargé de veiller à la justice des décisions et d'empêcher qu'un seul homme ne concentre trop de pouvoir. Cette idée trouva un large écho. Tous avaient vu comment la confiance totale, accordée à une seule personne, pouvait tourner au désastre. Thorfinn approuva la proposition et accepta de partager son autorité avec un conseil élu parmi les habitants les plus respectés. Halfdan, Thorkel, Eric et quelques autres hommes, connus pour leur droiture et leur sens de l'équité, furent choisis pour siéger dans ce conseil. Leur rôle était de assurer que les décisions du vieux chef ne trahissaient pas intérêt commun et ne conduisaient pas à de nouveaux conflits. Peu à peu, la vie reprit son rythme. Les villageois cessèrent de s'enfermer chaque nuit, et les enfants recommencèrent à jouer dans les rues jusqu'à la tombée du jour. La peur que les runes sanglantes avaient été fait naître se dissipa lentement. Cependant, la mémoire des morts demeura vive. Au centre du village, on dressa une pierre où furent gravés les noms de Björnvid, Ingiborg, Ragnar et Thorleifr. Chaque année, au jour anniversaire du premier meurtre, les habitants se rassemblaient autour de ce monument pour honorer la mémoire des victimes
et se rappeler ce à quoi peuvent mener la soumission aveugle et le fanatisme. Halfdan venait souvent se recueillir près de la pierre funéraire. Il méditait sur le fait que la justice avait fini par triompher, mais à un prix terrible. 4 vies perdues, des familles brisées, la confiance entre voisins ébranlée. Rien de tout cela ne pouvait être effacé, pas même par la plus légitime des sentences. Le guerrier comprit alors une vérité essentielle. La vigilance reste nécessaire en tout temps. Le mal peut se dissimuler sous le masque de la vertu, et le pouvoir peut corrompre même les serviteurs les plus zélés. Seule une attention constante à la justice et la volonté de défendre la vérité peuvent empêcher que de tels drames ne se reproduisent. Le village de Skald avait survécu, mais il en sortait transformé. Plus prudent, plus sage, plus attaché à l'équité. Histoire des runes sanglantes devint un avertissement sévère, transmis de génération en génération, rappelant que le prix de la liberté et de la justice est une lutte sans relâche contre le mal, sous toutes ses formes.